Jamais dans l'histoire de notre région une ville n'aura vu sa physionomie être bouleversée comme Sèvres durant ce siècle, marquant ainsi profondément sa géographie et durablement le souvenir de ses habitants. Comment cette rénovation, qui devait être la plus importante opération immobilière du département de Seine-et-Oise, s'est-elle déroulée? Sèvres a-t-il encore quelque chose de commun avec la cité tranquille, laborieuse et industrieuse de l'entre-deux-guerres? Écrire l'histoire de la rénovation du centre de Sèvres peut sembler une gageure, tant elle apparaît comme la conjonction de causes diverses, ayant toutes leur origine au lendemain de la Première Guerre mondiale, et chacune son développement propre au cours de la chronologie. Nous allons cependant tenter de jalonner pour vous cette période, de vous faire découvrir, ou redécouvrir, le Sèvres ancien et de vous guider dans la succession des événements. Autant que faire se pouvait, et afin que vous puissiez vous retrouver dans les plans, les cartes et les photographies aériennes, nous avons systématiquement orienté tous les documents planimétriques, de sorte que le nord soit en haut de votre écran. En résumé, comment est-on passé de ceci à cela? Sèvres s'étend le long de la vallée du Rhume-Marivelle, enserrée entre deux coteaux. La différence d'altitude est de 140 mètres entre le point le plus bas, la Seine, et le plus élevé aux Bruyères de Sèvres. Le centre de Sèvres occupe le fond de cette vallée. La zone soumise à rénovation est bordée au nord par la Grande Rue, au sud par les rues Léon Cladel et d'Épinel, à l'est par la rue Victor Hugo et à l'ouest par la place de Galardon, actuelle place Gabriel-Péri. On compte qu'à la Libération, 60% de la population demeure dans ce secteur. L'absence chronique de documents photographiques nous oblige malheureusement à limiter notre étude dans la partie ouest à la rue du Colombier. Le centre de Sèvres s'est beaucoup développé au cours du XIXe siècle, pendant lequel la ville a connu deux doublements de population. L'activité essentielle était la blanchisserie, qui s'est maintenue, et est reconnaissable dans le paysage par les séchoirs à linge dont les murs sont à claire-voie. On trouve aussi, dans la première moitié du XXe siècle, de nombreux commerces, des artisans, des ouvriers et des employés. L'une des causes majeures de la rénovation a été, au lendemain de la Première Guerre mondiale, le problème des transports en commun. Le tramway Louvre-Sèvres-Versailles avait été mis en service en 1854, c'était le chemin de fer américain de la concession Louba à traction animale. La Compagnie générale des omnibus lui succédera après la guerre de 1870. Le réseau est modernisé et en 1892 apparaît le tramway électrique à accumulateur qui présente l'inconvénient d'un long stationnement au poste de charge des terminus. En 1894, les premiers essais furent entrepris avec la machine Mekarsky à air comprimé. Celui-ci, en se détendant, produisait du froid. Aussi fallait-il réchauffer les moteurs avec des bouillottes. Ce système fonctionna jusqu'en 1910. Parallèlement, on mit en service à partir de 1906 des machines à vapeur du système Puret. À partir de 1911 circulent sur les mêmes voies des motrices à vapeur et des tramways électriques à trolleys. En 1913, un double système d'alimentation électrique est installé par fil et par caniveau. Une charrue placée sous la motrice capte le courant à l'intérieur d'un rail central établi sous la chaussée dans les endroits non alimentés par fil. Le 1er janvier 1921, la Société des transports en commun de la région parisienne succède à la Compagnie générale des omnibus. Il y a 44 types de motrices et 28 types d'attelages différents. L'une des conséquences de la Première Guerre mondiale
a été l'amorce du déclin du charbon dont le prix a décuplé au profit du pétrole et de l'essence abondant et bon marché. L'automobile connaît un grand essor, en particulier dans cette partie ouest de la région parisienne qui deviendra plus tard le département des Hauts-de-Seine. Déjà, de nombreux ouvriers sévriens travaillent dans les usines d'automobiles. Les usines voisins à Issy-les-Moulineaux, les usines Farman, Salmson, Renault à Billancourt, les usines Uniques à Puteaux, Latil et Talbot à Suresnes, ou bien Hispano-Suiza à Bois-Colombes. À Sèvres, on ressent déjà qu'il faut prévoir l'élargissement de la Grande Rue. Les ponts et chaussées envisagent d'incorporer à la voirie les emprises utilisées par le tramway. Cela aurait pour conséquence un élargissement à 25 mètres de la route nationale 10 à Boulogne, à Viroflay et à Versailles. Sèvres, au fond de sa vallée, serait le seul obstacle à franchir, avec sa grande rue nationale 10 d'une largeur comprise entre 12 et 17 mètres, et un goulot d'étranglement de 8 mètres. L'ingénieur Bonnefond, des Ponts et Chaussées, propose à la mairie un plan d'élargissement en partie nord de la grande rue. Il faut simplement raser l'hôtel de Courchamp, à droite, et un certain nombre d'habitations dans son alignement. Le Conseil propose aux Ponts et Chaussées de prévoir les emprises côté sud de la grande rue, permettant ainsi de réserver à la construction d'habitations la partie ensoleillée, les emprises de la route étant faites du côté le moins favorable au logement. En 1929, le Conseil municipal de Paris adopte une résolution tendant à la suppression dans un délai de 5 ans de tous les tramways intramuros. Leur circulation est incompatible avec la densité du trafic. Le 19 décembre 1930, le Conseil municipal de Sèvres vote les frais d'établissement du projet d'élargissement de la route nationale 10 et sa déviation par la rue Cournol. Ce projet permettra en outre d'abattre de vieux immeubles insalubres. En 1930 également, un plan d'aménagement de la ville est mis au point qui prend en compte la déviation et l'élargissement de la route nationale 10. Le 13 août 1934, l'autobus remplace le tramway. À cette époque, Sèvres connaît, comme les autres villes, une crise du logement social. Une loi du 13 juillet 1928, dite loi Loucheur, accorde des facilités financières pour la construction de logements sociaux, mais son application doit cesser en 1935. Après avoir approché la compagnie de construction générale et de travaux publics, dont la spécialité semble être de laisser tous les risques aux communes et d'empocher les bénéfices, la municipalité juge plus prudent de confier les travaux à l'office départemental d'habitation à bon marché de Versailles. Cette période de construction voit de nombreuses réalisations architecturales intéressantes, encore marquées par le style art déco, que ce soit pour l'architecture civile, comme le théâtre des Champs-Élysées, ou bien la gare de l'Est, ou bien des bâtiments à usage d'habitation, ici une terrasse à la Muette. Des projets pour la rénovation de quartiers entiers de la région voient le jour. Mais déjà, le style de la décennie suivante est en gestation. Témoin ce projet, futuriste certes, qui date de 1928. Il s'agit d'une réalisation cinématographique de l'Autrichien Fritz Lang pour sa Métropolis. En France, toute cette époque sera marquée
par l'influence du Suisse Le Corbusier. Le bâtiment d'habitation à bon marché est achevé en 1932 sur un terrain au 19 de la rue Lecoq. Il a subi en partie l'influence Art déco. C'est la première réalisation tangible de la rénovation. C'est un bâtiment bien de son temps qui n'a remplacé que quelques hangars et une habitation. Tous les autres bâtiments de la rénovation s'ordonnanceront désormais par rapport à lui. Surtout, et les plans de l'époque le prouvent, ce bâtiment donne le cap général de la rénovation, 0,60 degrés. C'est l'angle que forme avec le nord l'axe de sa façade, parallèle à la nouvelle voie créée par la déviation de la route nationale 10. Cette déviation prend effet à partir de l'école Gambetta, de laquelle il aura fallu distraire une partie des bâtiments riverains de la Grande Rue. En 1933, la municipalité prévoit de réutiliser, au profit des services communaux, l'aile de l'hôtel de Courchamp louée depuis 1882 au PTT. Elle fait l'acquisition en 1936 du terrain Mahé, 9 rue du Colombier, pour le futur hôtel des Postes, mais l'incroyable tergiversation du ministère, ses plans sous-évalués pour une ville en expansion et en rénovation, la guerre, la maladie de l'architecte chargé du dossier vont repousser la réalisation de cette opération de 3 décennies. Le 18 juillet 1936, le conseil municipal décide de réserver le terrain de la famille Béteuil, en plein centre de Sèvres, à la construction d'une école maternelle pouvant fonctionner l'été comme école de plein air, d'un nouveau groupe scolaire pour des cours complémentaires de garçons, la même chose pour les filles avec une section commerciale, des logements d'instituteurs. L'expropriation est déclarée d'utilité publique en 1938, mais les familles Béteuil et Ombre d'Âne font appel en 1939, l'indemnité d'éviction étant jugée insuffisante. Ce dossier est l'un des rares à être normalement instruit durant la guerre et va trouver une rapide conclusion après la libération. Cependant, le ministère de l'Éducation, qui a révisé ces normes, va faire revoir tous les plans et c'est un lycée qui, en définitive, va voir le jour. Je vous laisse vous promener silencieusement pendant qu'il est temps encore dans la rue Pierre-Midrin, dont les maisons seront les premières systématiquement détruites. Juste quelques indications, voici le début de la rue Pierre-Midrin, le numéro 2 en 1942 et le même en 1957.
Pénétrons à l'intérieur des cours. Voici celle des 8 et 10, rue Pierre-Midrin. La cour du 14 rue Pierre-Midrin en 1942 est la même en 1957. La cour des 18 et 18 bis en 1942 et en 1957. Comment en est-on arrivé là? On a évoqué la mauvaise qualité des constructions de la deuxième moitié du XIXe siècle. Mais ailleurs, dans Sèvres, se trouvent des maisons de cette époque, parfois même plus anciennes. En revanche, ce quartier présente la particularité de reposer sur les vases du rue de Marivelle, et l'humidité a corrodé les soubassements et les murs. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la France a dû faire face à une crise des matériaux de construction de qualité médiocre et qui devait en priorité être dirigée vers les provinces de l'Est. De plus, cette crise s'est doublée d'une crise financière importante, la rente s'est effondrée par rapport au coût de la vie, les propriétaires ne pouvaient plus entretenir leur patrimoine faute d'argent. Le 17 mai 1941, le préfet est prié de vouloir bien demander au conseil départemental d'hygiène une enquête sur l'état d'insalubrité des immeubles du centre de Sèvres ainsi qu'au carrefour Ville d'Avray. Il est décidé l'établissement de ce que l'on allait appeler le casier sanitaire des immeubles d'habitation collective. L'architecte de la ville, M. Formery, et le docteur Duroisel, adjoint au maire, participent à ces travaux. Dans sa délibération du 19 janvier 1942, le conseil départemental déclare l'insalubrité totale de 23 immeubles et l'insalubrité partielle de 40 autres. Petit appentis au fond de la cour de 15 mètres carrés environ de surface construite comprenant solier, WC et débarras. Au-dessous, fosse, très mauvais état, couverture, tuiles, mécanique. Dès 1935 déjà, le maire Maurice Vacle avait dénoncé l'état d'insalubrité du centre comme vecteur de la tuberculose et réclamé la poursuite des travaux d'assainissement de la ville. Ne pas oublier, disait-il, que l'établissement d'égouts fait reculer la maladie et baisser la mortalité. Parcourons maintenant la grande rue, entre la rue Victor Hugo et le carrefour Ville d'Avray. Pour l'instant, seul le trottoir de gauche, vers l'ouest, est concerné par la rénovation.
Je vous laisse regarder les images, j'interviendrai au besoin pour vous donner quelques indications complémentaires. Les ménagères reconnaîtront leur poudre à laver avec phosphate, dont il était impossible de se défaire de la mousse. Sunil, Peck, Génie, sans bouillir, Lux, Homo, Tid, Spic, Mire. L'inscription sous la véranda à la ville de Dunkerque. Paris-Médoc. Puis une banque. Au-dessus de la pharmacie, un grand magasin de nouveautés. À la ville de Paris, magasin qui fait l'angle. Juste à l'angle à droite, débouchait l'escalier de la fontaine Saint-Germain, bien connue de nombreux Sévriens. Voici la rue de l'église. Le repère de nivellement placé en bas du mur de soutènement de l'escalier a été maintenu à la demande des archives de Sèvres. Il est actuellement à l'altitude 49 mètres 733. Le percement de la route nationale 10 requérait l'aliénation d'une vaste propriété, située 89 Grande Rue, dénommée propriété Bois-Aubert, qui était traversée dans sa partie centrale par la rue Cournol. À la limite de la Grande Rue se trouvait la Fontaine d'Amour. En 1945, le maire reprend les pourparlers entamés avant-guerre. Cette affaire donna lieu à un somptueux imbroglio juridique
dont il semble que la cause incombe au service de la justice par une suite de vices de forme. La déclaration d'utilité publique prononcée, les parties ne peuvent se mettre d'accord sur la valeur réelle du bien qui, laissé à l'abandon, se dégrade rapidement. De surcroît, Boisaubert était notaire, et l'avenir de ses archives notariales n'est pas tranché. Le dossier naviguera pendant plus d'une décennie d'instance en appel et en cassation et retour. La propriété Boisaubert, à gauche de votre écran, est la clé de toute rénovation à l'ouest du secteur. Sèvres a eu la chance de disposer de 2 réserves foncières importantes, Boisaubert et Bétheuil. Voici le second ensemble de la rénovation après le 19 rue Lecoq, à voir le jour juste après-guerre. Le style a résolument changé. Les élus ont dû exiger du ministère un ensemble plus harmonieux et plus discret. À l'origine était prévue une architecture d'usine avec l'éclairage par la toiture. En 1957, une loi autorise les communes à créer des sociétés d'économie mixte. Immédiatement, la Sémi-Sèvres est constituée et reçoit mandat d'acquérir les terrains pour le compte de la ville et de construire. Dès lors, les opérations vont être menées rapidement. À l'aune de l'histoire administrative, trop lentement pour les Sévriens dont la vie est bouleversée. Il est prévu d'effectuer une opération tiroir, de sorte que chacun puisse toujours être logé. La règle est de construire avant de détruire. On édifie en périphérie de la ville, au 176 Grande Rue, un immeuble destiné aux habitants de la rue Pierre-Midrin, premier concerné par les démolitions. Citons le maire de cette époque, Charles Audic. Ce fut, grâce à Pierre Sudreau et malgré l'opposition du comité d'aménagement, la construction du 176 Grande Rue, conclusion de la bataille contre les 4 étages, qui permit de démolir les taudis de la rue Pierre-Midrin. Fin de citation. L'opération du quartier Midrin une fois menée à bien, on entreprend la destruction du centre de Sèvres et le percement de la nouvelle artère à partir de l'ouest, selon le cap 060 défini en 1930. C'est l'avenue de l'Europe, puis c'est l'édification de la résidence du Colombier, des immeubles situés entre la Grande Rue et l'avenue de l'Europe, et du centre administratif, achevé en 1968. Parallèlement, les premières tours du quartier du théâtre s'élèvent, et c'est la jonction de la Côte d'Or et de la Côte d'Argent par une passerelle qui enjambe la nouvelle avenue de l'Europe. En même temps, on complète la partie est du bâtiment d'habitation à bon marché, 19 rue Lecoq, qui devient le 19 avenue de l'Europe. En 1970, il est prévu d'étendre cette jonction des 2 coteaux par un programme grandiose de l'architecte Josic, prix de Rome. Son projet s'étend sur 14 niveaux différents, s'étageant sur la Côte d'Or entre la Croix-Bosset et l'hôtel de Courchamp. Au rez-de-chaussée, de nombreux commerces, une grande surface d'alimentation et en étage, des bureaux et des logements. L'originalité du projet tient en ce que les rues des Caves et de Ville d'Avray étaient supprimées dans leur tracé actuel et remplacées par une unique voie passant sous l'ensemble, reposant sur des pilotis. La population a été effrayée par l'ampleur de cette vision futuriste.
un comité de défense s'est créé et a utilisé une astuce administrative pour faire capoter le projet. Il a demandé et obtenu l'inscription du 14 rue de Ville d'Avray, l'hôtel dit de Gravant, sur la liste supplémentaire des monuments historiques. Cet hôtel devait être détruit lors de la réalisation du projet Josic. Voici réunis les auteurs de la rénovation. À droite, Maurice Wacle, maire de Sèvres de 1932 à 1945. À gauche, le docteur Charles Odic, maire de Sèvres de 1947 à 1971. Il faut noter que les deux hommes ont été conseillers municipaux ensemble, entre 1925 et 1929, et donc se connaissent bien. De surcroît, Maurice Wacle a été adjoint du docteur Odic de 1947 à 1971. Au total, Maurice Wacle, qui a initié la rénovation, a été aux affaires pendant 41 ans, et Charles Odic, qui a donné une impulsion décisive à la rénovation, a été élu pendant 27 ans, dont 24 en tant que maire. Un autre personnage dont l'importance ne fera que croître est Daniel Vidot, qui deviendra président-directeur général de la Sémi-Sèvres. En 1971, les Sévriens décident de faire une pause dans la rénovation et rappellent aux affaires Georges Lenormand à la tête d'une liste d'Union de la gauche. La ville est coupée en deux par l'avenue de l'Europe. Des tours et des bars, symboles des années 60, rythment désormais l'espace laissé par les friches urbaines. De nombreux problèmes surgissent. De nombreux chantiers empiètent sur la voie publique, réduisant la surface au sol libre pour le stationnement des véhicules. Les palissades, les échafaudages gênent la circulation. Voici ce qui, sur les plans, devait être la nouvelle place centrale de Sèvres. Il était prévu une place de 40 mètres de largeur qui pourrait comprendre un large trottoir central, 2 chaussées latérales et 2 trottoirs latéraux. Elle devait servir pour l'organisation des fêtes publiques. Les arbres sont ceux de l'ancienne propriété Boisaubert. La majeure partie des commerces ont disparu dans la rénovation. Rappelons qu'il y avait à Sèvres, en 1957, 18 blanchisseries, 18 bouchers, 54 cafés-bars, 17 coiffeurs, 10 boulangeries et 51 épiceries. Le projet Josic devait voir l'implantation d'une grande surface, en plus des commerces de proximité. Le projet abandonné, il ne reste plus que la dalle commerçante, où voulut-elle, du quartier du théâtre pour essayer de prendre la relève. Hélas, le centre commercial du théâtre a été mal conçu. Aucun stationnement pour les voitures des clients n'est prévu. Il n'y a pas d'ascenseur menant au parking souterrain privatif. Les mères de famille doivent affronter les 39 marches avec leurs enfants et leurs poussettes pour s'y rendre. La 40e marche a été omise. À l'arrière, les différentes liaisons, non prévues à l'origine, sont assurées par des passerelles vers glacer l'hiver. La terrasse n'est pas étanche et les inondations se succèdent. De surcroît, le bâtiment, édifié sur plusieurs niveaux, génère des décrochements fâcheux, difficilement exploitables. Voici l'un de nos dépôts d'archives installés à l'intérieur de ce qui fut le centre commercial. Ce centre est un échec et aucun commerce ne se maintiendra à l'intérieur. En 1978, Roger Fenzilberg devient maire en remplacement de Georges Lenormand et donne un nouvel élan à la rénovation. Tout d'abord, on va essayer d'associer la population, par la concertation, au projet de la municipalité. Ensuite, et pour la première fois, il n'est plus seulement question de rénovation, mais également de réhabilitation. Le parti n'est plus de détruire systématiquement, mais de voir si des travaux de fond pourraient redonner une nouvelle jeunesse aux maisons. Cette mesure ne touchera que la périphérie de notre zone de rénovation,
en particulier la rive nord de la Grande Rue. La place du théâtre a été réalisée en 1979 par Bernard Abeille et Michel Julion, afin de remplacer les passerelles glissantes et de rétablir les liaisons piétonnes de ce quartier. Voici le centre administratif, ainsi décrit par le docteur Odic lui-même. Parallélépipède ajouré d'une blancheur qui s'harmonise avec le ciel d'ici. Ce centre administratif qui groupe tous les services cantonaux de l'État, le premier en France dans un canton, est né dans le berceau des mauvais pronostics. Grâce à l'appui sans réserve du préfet Paul Demange, j'ai pu faire comprendre à l'État que je lui rendais, ainsi qu'à mes administrés, un grand service qu'il estime maintenant trop petit pour ses besoins. » Fin de citation. Il a toujours su se méfier de la spéculation et il l'a écartée chaque fois. Il a évité à Sèvres l'expérience d'un scandale comme celui du Point du Jour avec l'architecte Fernand Pouillon. Rappelons cependant que c'est sous son majorat qu'a été détruit un symbole architectural des années 1900, œuvre de Guimard, le Castel Henriette. Certes, il s'agit de la rue d'Épinel, et non du centre. Mais nous ne sommes pas sûrs que la volonté de ne pas préserver ce bâtiment n'ait pas, en définitive, bénéficié à un promoteur. En 1983, la rénovation du centre de Sèvres est quasi achevée. Les lois de décentralisation permettront à une nouvelle municipalité d'union de la droite de gérer plus efficacement encore la rénovation des quartiers Galardon et Sèvres Manufacture. Que penser de cette rénovation? Il aura fallu un demi-siècle pour en venir à bout. Citons encore le docteur Odic. Il fallait tout apprendre, d'abord à comprendre, puis à s'entendre, puis à jouer comme d'un clavier neuf d'une réglementation naissante. À Sèvres, nous n'avons ni derrière nous les destructions d'une guerre qui faisait table rase du passé, ni devant nous les perspectives d'un avenir audacieux. En l'occurrence, il fallait choisir ou mourir en pérorant ou survivre en serrant les poings. Fin de citation. Pour paraphraser Caton, le docteur Odic aura fait sienne cette maxime « Et Sawara delenda est ». Sèvres est devant être détruite. Il faut détruire Sèvres. Rien, ni personne, ne l'aura dévié de son projet. Aussi bien nous fait-il penser à un despote éclairé des temps modernes. Le mot despote, au sens historique du terme, pourrait lui convenir, puisque toutes ces initiatives ont été imposées à la population, peu ou pas informée. Le qualificatif d'éclairé est peut-être sujet à caution, en tout cas sans doute ne l'a-t-il pas été entièrement en approuvant le projet Josic. Mais, assurément, l'a-t-il été en évitant à Sèvres l'aventure d'une architecture de ce genre, ou bien de ce style, à une époque où les beaux esprits essayaient d'ancrer dans l'inconscient collectif l'idée que le béton était beau. En tout état de cause, la population sévrienne a été la grande victime de la rénovation, dont la durée a été au-delà de sa capacité de patience dans un centre sans commerce. Et cependant que toute la région parisienne se transforme, les statistiques officielles clament telle la dure réalité au début des années 1990. Presque un Sévrien sur deux n'était pas là il y a 5 ans. Un nouveau corps, mais aussi une nouvelle âme, pour une cité qui a su éviter Métropolis, mais qui doit se réapproprier son passé. Nous vous proposons de suivre maintenant en raccourci, pour terminer, grâce à la magie des images, un demi-siècle de rénovation à Sèvres.